et économique de son temps. Pendant des millénaires, les techniques n'ont guère évolué. Pierre sur pierre, les murs se montent. La pierre ou le matériau que l'on trouve le plus près de chez soi, selon son goût. Les techniques ancestrales exigent une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée. Quant au temps qu'il fallait pour construire, peut-être avions-nous alors le temps. Avec l'ère industrielle, les techniques évoluent. Une armature métallique avec remplissage en matériaux bon marché. Il y a 100 ans, avec la découverte du béton armé, nouvelle et timide évolution. L'armature en fer devient ossature en béton. On remplit cette structure de matériaux divers. Il faut toujours, pour construire ainsi, une main-d'œuvre nombreuse, travaillant selon des procédés traditionnels. Mais est-ce la méthode qui correspond aux progrès techniques de notre époque? Alors que l'on sait fabriquer le béton en grande quantité avec des moyens simples. Le béton. Matériau plastique, meilleur marché, dont la propriété est d'épouser si fidèlement le moule dans lequel on le coule qu'il est possible de construire des bâtiments aux conceptions les plus hardies, autant négliger ses possibilités décoratives et artistiques. Alors, l'idée est venue de préfabriquer en usine les éléments de l'habitat. Ne sommes-nous pas à l'ère industrielle? Deux options actuellement s'offrent à nous. Ou bien fabriquer des panneaux en série, des maisons en pièces détachées, comme on construit des automobiles à la chaîne. Ou bien, puisque le béton se fabrique n'importe où de la même façon, de le mettre en œuvre dans des moules directement sur le chantier de construction. Rapidité de mise en place, monolithisme de la structure, bel aspect de surface, déplacement rapide des moules, tels sont les avantages. L'emploi des banches métalliques est donc un progrès considérable dans la construction industrielle. Mais il faut toujours couler les planchers dans une seconde opération, nécessitant de nouvelles manutentions et des travaux de ragréage souvent importants. L'idéal serait de couler en une seule opération les murs et les dalles. La solution à ce problème, c'est le coffrage tunnel. Faisons donc connaissance plus précisément avec le coffrage tunnel et ses accessoires. La demi-coquille, élément de coffrage courant, est un dièdre droit dont le plan vertical est constitué par un panneau de la hauteur de l'étage et le plan horizontal par un panneau représentant en général la demi-portée de la dalle de plancher. Les panneaux sont réalisés en tôle de 3 mm, raidis par des profilés en tôle pliée, soudés tous les 18 cm et ne pesant que 55 à 60 kg par mètre carré. Le contreventement des deux panneaux est assuré par deux contrefiches de longueur réglables par des vérins à vis. Une butée réglable elle aussi permet d'obtenir sans erreur un dièdre parfaitement droit ou légèrement ouvert si l'on veut donner une contreflèche. À la base du panneau vertical, deux vérins à vis permettent le réglage de la hauteur et de l'horizontalité des panneaux supérieurs. Une béquille à vérin sert d'appui provisoire et permet d'amener les demi-coquilles à niveau. À chaque extrémité latérale des panneaux, des profilés permettent l'affleurement des éléments consécutifs. L'assemblage s'effectue à l'aide de leviers à ressort. L'extrémité du panneau horizontal porte les verrous de clé, assurant l'assemblage des deux éléments face à face. Au
décoffrage, les demi-coquilles sont sorties à l'aide de chariots légers sur la passerelle de service pour y être nettoyées. Nous connaissons le principe du procédé. Transportons-nous maintenant sur divers chantiers pour en voir l'application. Un niveau vient d'être terminé. Nous allons voir ensemble comment se déroule la fabrication de ces structures d'appartements. L'utilisation du coffrage tunnel exige tout autour du chantier un ensemble de passerelles de service de la profondeur au moins d'une demi-coquille. Elles sont non seulement utiles au déroulement de l'opération, mais nécessaires à la sécurité du travail. Leur mise en place à la grue est très aisée. Mais pour vous permettre de suivre aisément la gamme opératoire, nous vous proposons d'abord d'en faire l'analyse. À partir d'une dalle, comprenant les amorces des murs, nous plaçons demi-coquille par demi-coquille, les coffrages 1, 3, 5, etc. Puis les coffrages 2, 4, etc. Enfin, les banches des murs pignons. Nous coulons les murs, posons le ferraillage, les canalisations de chauffage, d'électricité, etc. Puis les coffrages d'amorces des murs supérieurs. Nous bétonnons enfin la dalle et les amorces. Mais faut-il encore pouvoir positionner les coffrages par rapport à un niveau? C'est ce que fait ce chef de chantier qui reporte sur les amorces des murs les points qui permettront de tracer les lignes de niveau. C'est sur ces repères que nous positionnerons tout à l'heure les coffrages tunnels. Nous mettons d'abord en place la première demi-coquille, puis en face d'elle, la seconde. Pour l'instant, elles ne sont pas solidarisées. C'est pourquoi nous descendons la béquille centrale qui en assure provisoirement l'équilibre. Après verrouillage, on obtiendra un tronçon de tunnel stable et réglé. Nous plaçons ensuite les coffrages de proche en proche et sur toute la longueur de la surface à construire. Nous avons ainsi réalisé un coffrage tunnel. Mais, nous le savons, lorsque le premier coffrage est positionné, nous plaçons non pas le second, mais le troisième. La raison en est simple, c'est qu'il faut de la place pour pouvoir fixer aux parois verticales les diverses réserves, portes, équipements électriques, etc., qui devront être soit découpés dans le mur, soit noyés dans son épaisseur. Lorsque les coffrages impairs sont placés, il ne reste qu'à positionner les coffrages pairs. C'est ce que nous faisons en ce moment. Profitons-en pour voir plus précisément le réglage d'une demi-coquille. Sur le trait de niveau que nous voyons bien, tracé sur l'amorce du mur, nous ajustons la demi-coquille de telle façon que sa base vienne y affleurer. Pour cela, nous agissons sur les vérins d'appui placés en bas du coffrage. Une verticalité provisoire est assurée en agissant sur la béquille centrale. Un contrôle, nous pouvons passer à la demi-coquille suivante. Un chantier bien organisé ne laisse pas de temps mort entre l'arrivée des demi-coquilles, sans cependant obliger à la précipitation. Nous solidarisons ensuite les demi-coquilles par les leviers harceurs. Nous n'insisterons pas sur l'emploi des entretoises qui assurent la liaison entre les banches pignons et les demi-coquilles. Cette technique est identique à celle employée pour les banches métalliques.
nous finissons de solidariser les demi-coquilles entre elles grâce au verrou de clé. Il faut maintenant fermer les abouts. Un système très simple et cependant très efficace assure une fermeture sans risque d'ouverture en cours de coulage. Les ouvriers de ce chantier ont fait preuve d'ingéniosité en imaginant une clé très efficace. Puis, nous mettons en place les rilles. Maintenant, les coffrages tunnels sont tous solidaires, les béquilles devenues inutiles sont relevées. Une vérification de l'ensemble s'impose qui permet, en agissant sur les contrefiches, de rattraper éventuellement quelques erreurs de réglage. Il ne reste plus qu'à mettre en place la banche pignon. Nous pouvons passer à la phase suivante, le bétonnage. Proche du chantier de construction, la centrale à béton. Il lui faut pouvoir assurer rapidement la fabrication d'un béton de qualité. Aussi, celle-ci est-elle très automatisée. De son poste de commande, le chef de centrale contrôle les opérations. Le poids des granulats, pesé automatiquement, les quantités d'eau, de ciment et d'adjuvants. Il faut d'abord bétonner les murs. Le problème important de cette opération est essentiellement d'assurer une excellente vibration à tous les niveaux. C'est un travail qui demande soin et attention. La qualité de surface en dépend pour beaucoup. Parallèlement au coffrage, les ferrailleurs ont préparé sur épure la nappe qui viendra se placer sur le plancher. Fer à béton, serpentin de chauffage, câbles électriques, etc. Pour la circonstance, la grue est équipée d'un palonnier un peu particulier. Attention où l'on pose les pieds. Le ferraillage a été calculé avec précision. Ne déformons pas les armatures. Les électriciens entrent en jeu. Dernier accord. Nous plaçons aussi les réserves et bien sûr les coffrages d'amorce. Ils viennent s'appuyer sur les parois des murs. Maintenant, nous pouvons couler le plancher.
dalle doit être dressé avec beaucoup de soin et, de préférence, surfacé. Le décoffrage est possible dès le lendemain matin en utilisant divers moyens d'accélération de prise du béton. Le béton chaud, le chauffage de l'intérieur des tunnels en obstruant les extrémités et en coupant la dalle, comme ici. En pays très froid, on peut combiner les deux procédés. Le lendemain matin, donc, nous décoffrons. Il suffit pratiquement de faire l'opération inverse du coffrage. Et d'abord, nous abaissons la béquille centrale de manière que les demi-coquilles soient en équilibre lorsqu'elles seront désolidarisées. Nous séparons les demi-coquilles en desserrant les verrous de clé. Et bien sûr, nous retirons les entretoises et les leviers ressort. La demi-coquille est libre. Nous pouvons la sortir sur la passerelle grâce au chariot. Elle sera soigneusement nettoyée avant d'être enduite d'un produit de démoulage. Elle est ensuite transportée à l'avancement du chantier. Pour bien comprendre l'utilisation du chariot, nous répétons l'opération. Le chariot possède une gorge que l'on engage sous la demi-coquille, désolidarisée des autres, mais adhérant toujours au béton. Nous relevons les deux étais du chariot qui supporteront la partie horizontale de la demi-coquille. Nous desserrons les vérins. En agissant sur les contrefiches, nous diminuons l'angle du dièdre. La demi-coquille tombe alors dans la gouttière. Elle s'écarte ainsi de la surface de la dalle. La partie supérieure repose sur les étais, libérée du mur et de la dalle. Elle peut ainsi, sans risque d'éraflure du béton, être poussée sur la passerelle. Attention à ce point de sécurité si souvent négligé. Les griffes de transport possèdent une goupille qu'il faut mettre, même si, comme ici, c'est un morceau de fer à béton. Lorsqu'une rangée de demi-coquilles est enlevée, il est préférable d'étayer la dalle près de la clé. L'étayage divise en effet environ par 4 les moments fléchissants de la dalle. Et bien sûr, il faut prendre soin d'étayer sur un madrier ou une planche. Alors, nous pouvons sortir l'autre moitié du coffrage. Cette maquette synthétise les possibilités des coffrages tunnels. Et celle-ci nous montre qu'il est possible, avec 5 coffreurs bétonniers, de construire par jour les murs et dalles d'un appartement de 3 pièces.
un niveau de 5 alvéoles est décoffré, coffré et bétonné dans la journée par ces 10 coffreurs bétonniers. La méthode de coffrage tunnel que nous venons de voir possède de nombreuses variantes permettant de s'adapter à l'architecture. Nous allons en étudier quelques-unes. Ici, par exemple, il fallait porter la largeur de la travée de 3,60 m à 5,60 m. Il suffit d'intercaler une table entre les deux demi-coquilles pour utiliser des éléments venant de travées plus petites. Sur ce chantier, l'appareillage de liaison entre les demi-coquilles est particulier. Ici, en effet, le décoffrage se fait en coquille. Après avoir ouvert les verrous spéciaux à biellettes et les ressorts, on remonte les vérins de base. En agissant sur les contrefiches, les demi-coquilles passent l'une sous l'autre. On desserre alors les tirants horizontaux et la coquille descend sur ses roulettes. Il ne reste plus qu'à la pousser sur la passerelle. Pendant le nettoyage, elle est ramenée à sa forme initiale et verrouillée à nouveau. Avec cette méthode, on n'utilise plus le chariot. Le reste des opérations est inchangé, mais la dalle ne pouvant plus être maintenue étayée, cette méthode s'applique de préférence aux travées de largeur modérée. Autre technique sur ce chantier. La grue équipée d'une fourche permet la sortie de plusieurs demi-coquilles. Nous sortons ici 2 demi-coquilles. Les demi-coquilles qui ne peuvent pas être atteintes par la fourche sont amenées à l'entrée par le chariot. La manœuvre est plus délicate pour ne pas érafler le béton. Sur cet autre chantier, on positionne d'abord sur la dalle une façade préfabriquée. Ici, les passerelles sont de faible largeur puisqu'elles n'auront pas à recevoir d'éléments de coffrage. En effet, ce qui fait la particularité de cette technique, c'est la sortie de toute une travée de demi-coquille en une seule opération. Il faut évidemment un grutier très habile
pour réussir une telle opération. Au recoffrage, les travées qui viennent s'ajuster contre les préfabriqués sont déposées face à face pour constituer le coffrage tunnel, puis solidarisées et réglées comme précédemment. Le coffrage tunnel s'adapte à de nombreuses solutions architecturales. Ici se construisent des bâtiments en courbe. Les alvéoles ne sont plus parallélépipédiques. Une adaptation simple des coffrages tunnels traditionnels a permis cette réalisation. Ainsi, qu'il s'agisse de construire des séries de maisons individuelles, des pavillons jumelés ou des immeubles collectifs de toutes dimensions, la solution réside dans l'emploi d'un moule métallique simple, solide et mobile. Le coffrage tunnel est ce moule, facile à transporter, rapide et simple d'utilisation, assurant un excellent état de surface du béton pour éviter leur agréage. Le pas est donc franchi qui conduit des méthodes traditionnelles, longues et onéreuses de mise en œuvre, aux méthodes industrielles les plus évoluées, donc les plus rentables et les plus simples. Les milliers d'exemples de par le monde prouvent que cette technique française est à la tête du progrès. Elle permet une utilisation large d'autres procédés dont nous reparlerons ultérieurement. Elle ouvre à l'architecte un champ d'expression nouveau.